Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'auditorium des Diaconesses. Merci infiniment à Guénola Quéromnes, chef du centre de fertilité de l'hôpital des Diaconesses Croix-Saint-Simon, qui nous a très gentiment accueillis à bras ouverts, on peut le dire, pour cette journée. Voilà, et c'est très très agréable de pouvoir compter sur des professionnels qui travaillent avec nous depuis plusieurs années et avec lesquels on est dans une relation de confiance tellement appréciable. Virginie Rio, qui est la directrice on dit directrice maintenant, c'est comme ça, du collectif BAMP, mais cofondatrice de l'association, nous a rejoints. Dans la salle, vous êtes quelques-uns qui vont intervenir, et des représentants du collectif BAMP et des associations qui participent à cette journée. C'est notre 10e édition de la semaine de sensibilisation à l'infertilité. On essaye tous les ans de se renouveler. Cette année, c'est un peu un cap, quoi, les 10 ans, je vais te laisser en parler. Et puis, juste pour vous annoncer un petit peu le programme, on va attaquer dans quelques minutes une première conférence sur l'autoconservation des ovocytes. Et pour ça, on a, pour discuter avec nous, Guénola Quéromnes, Sophia Rakrouki, qui est sage-femme instagrammeuse, à laquelle on a énormément de questions à poser. On a Rachel Flore-Pardo, qui est avocate, qui a fait autoconserver ses ovocytes et qui nous dira peut-être des choses sur la portée symbolique et politique, peut-être, de cet acte. Voilà. Mais avant de commencer pour de bon, sachant qu'on a Manon Vial ici, qui est à Marseille, qui est sociologue et qui va elle aussi intervenir, Virginie, je te laisse prendre la parole. Je vous remercie. Alors moi, 10 ans de semaine de sensibilisation. Ça fait beaucoup. Cette année, c'est vrai qu'on aurait aimé plus de communication, on aurait aimé avoir le temps de préparer les choses bien en amont, mais tout ça, c'est du bénévolat. Et voilà, c'était un peu tendu, mais on est quand même content de pouvoir vous accueillir. On est toujours content de pouvoir continuer depuis 10 ans à porter la parole des patients, à faire entendre le point de vue des patients et des patientes, dans un partage aussi avec les professionnels. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire pour ça. Je vous remercie. Pour ouvrir cette conférence qui est avant tout un partage d'informations et d'expériences, ce qui est l'un de nos gros moteurs au sein du collectif BAMP. Je vais m'adresser à Manon Vial, qui est sociologue, qui a beaucoup travaillé sur l'autoconservation des ovocytes. Manon, elle est à Marseille, elle n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il y a des travaux sur la ligne Paris-Marseille ce week-end. Elle a travaillé à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'EHESS, au CNRS. Maintenant, elle est chercheuse à l'université Ca' Foscari à Venise. C'est super classe. Et en fait, Manon va vous présenter une étude qu'elle a faite auprès de jeunes Européens au sujet de leur perception de la fertilité et de l'infertilité. On vous écoute, Manon. Oui, vous m'entendez correctement ? Oui, merci beaucoup Marie-Joëlle et merci beaucoup au collectif BAMP pour sa sollicitation et plus largement pour toutes vos activités aussi. Je suis navrée, je regrette de ne pas pouvoir être présente physiquement avec vous, ça aurait été bien sûr préférable. Mais oui, voilà, les 7 heures de train aller puis 7 heures de train retour m'ont un petit peu découragée, effectivement. C'est pour ça que je parle en ligne. Et donc, effectivement, j'ai travaillé précédemment sur des questions d'infertilité, d'assistance médicale à la procréation, en particulier des questions de limite d'âge et de préservation de la fertilité. Mais là, je vais vous partager quelques résultats succincts d'une recherche
d'une recherche précédente sur laquelle j'ai travaillé avec l'Institut national d'études démographiques sur les représentations et les connaissances des jeunes Européens concernant la parentalité, concernant l'infertilité et l'assistance médicale à la procréation. Et le but était un petit peu de comprendre quelles sont les perspectives, donc c'était en 2021, mais quelles étaient les perspectives en 2021 de jeunes âgés de 18 à 30 ans dans 8 pays européens différents, voilà, en matière de famille et quelles étaient leurs connaissances sur l'infertilité, l'AMP, etc. Donc, dans les grandes lignes, ce que montre cette recherche, c'est premièrement, de manière assez générale, le fait que la parentalité demeure relativement une évidence pour ces jeunes. C'est-à-dire que aucun ne remettait en question l'étape de la parentalité au cours de leur vie. Et il l'a présenté comme quelque chose relevant d'une source d'épanouissement personnel, comme étant, enfin voilà, comme relevant d'une source d'épanouissement. Ce premier discours étant posé par ces jeunes, par la suite, ils nuançaient un petit peu leurs propos. C'est-à-dire qu'ils disaient, oui, donc la parentalité, ok, mais clairement pas maintenant, parce que ça semble quand même relativement pesant, ça semble quand même relativement contraignant. Et voilà, certains dressaient un portrait de cette parentalité imaginée comme étant une sorte comme pouvant être une sorte de fardeau sur leurs épaules, en tout cas dans le présent dans lequel ils étaient, c'est-à-dire au cours de la vingtaine notamment. De ce fait, ils l'envisageaient pas du tout pour maintenant, et certains avaient un discours du type, voilà, moi quand j'étais plus jeune, notamment les jeunes femmes interrogées avaient ce discours en se disant, oui, ben, je me projetais comme une mère dans la vingtaine, je m'étais toujours figurée être mère à 25 ans par exemple, et maintenant que j'ai 25 ans, ben, je me dis, non mais clairement pas avant 30 ans, voire même 35 ans. Pourquoi? Parce que ces jeunes priorisent d'autres choses dans leur vie, d'autres sources d'épanouissement dans leur vie, comme par exemple le fait de terminer leurs études, avoir un diplôme, être inséré professionnellement, voire avoir une carrière professionnelle, avoir aussi une certaine stabilité amoureuse, économique, une certaine stabilité aussi en termes domestiques, je dirais, enfin, c'est-à-dire avoir une maison suffisamment grande, confortable, etc. Ces éléments sont pas tout à fait nouveaux, vous noterez, c'est-à-dire que on va dire que depuis les années 70-80, enfin avec la révolution féministe aussi, et le fait que davantage de femmes s'insèrent dans la vie étudiante, dans la vie professionnelle, etc. Enfin, voilà, cela fait quand même déjà plusieurs décennies que l'on peut noter ce discours-là, de se dire, OK, un enfant, mais après avoir atteint un certain nombre d'objectifs dans ma vie. Mais ce qui semble ressortir du discours des jeunes actuels, c'est qu'il y a un renforcement, quelque part, de ces attentes, ou alors une plus grande difficulté avant de se dire, OK, finalement c'est bon, j'ai mon métier, j'ai une certaine stabilité, j'ai mon logement, je peux envisager d'avoir un enfant. Pourquoi je dis que c'est quelque chose qui semble s'accroître dans leur discours? Bon, d'abord parce que la question de l'accès au logement n'est plus la même aujourd'hui que ce qu'elle était à la fin du XXe siècle, en termes de coûts, en termes de pouvoir d'achat, en termes de disponibilité sur le marché aussi. Pourquoi? Parce que également la question de la stabilité amoureuse, elle est, disons que les rencontres amoureuses sont peut-être enfin, on se met moins en couple pour toujours, plus aussi rapidement que ce que ça a été auparavant, et on conçoit dans nos sociétés que c'est normal et que c'est un passage même attendu que de faire plusieurs rencontres avant de s'installer dans le cadre d'un couple, que c'est aussi normal de profiter de sa vie de couple sans avoir d'enfant avant d'envisager d'en avoir un, que c'est aussi normal que de profiter de sa vie amicale, que de faire certains voyages, enfin pas certains voyages, je veux dire que d'expérimenter certaines choses dans sa vie avant de se dire, OK, je vais rentrer dans la parentalité et j'aurai moins la possibilité de faire toutes ces choses-là. Il y a aussi un autre élément qui apparaît dans le discours des jeunes, qui est peut-être un peu plus récent, qui est la question de la bonne santé, mais aussi de la santé psychique et mentale. C'est-à-dire, OK, me sentir suffisamment confortable dans ma vie pour me sentir bien psychologiquement, pour me dire que je peux envisager d'avoir un enfant dans de bonnes conditions. Donc tous ces discours étaient vraiment très prégnants dans les entretiens réalisés.
Ce qui fait que il y avait également des discours assez critiques de la part des jeunes en ce qui concerne la pression sociale, qu'ils retrouvent en général à travers une pression familiale, à faire des enfants à un âge qu'ils considèrent trop tôt pour eux et pour elles. Et la critique, dans leur discours, elle ne concernait pas seulement cette pression temporelle, enfin sur la temporalité du moment où on doit faire des enfants dans la société, elle concernait aussi finalement l'injonction tout court à avoir des enfants. C'est-à-dire que tous relevaient, pourtant dans des sociétés, j'ai pas énoncé les pays qui étaient pris en compte dans cette recherche, mais enfin, il y avait une très grande diversité, c'est-à-dire par exemple la Belgique, l'Espagne, mais aussi la Macédoine du Nord, la Slovénie. Et donc, il y avait vraiment une très grande diversité en termes de lois, en termes de liberté, en termes de forme de parentalité, notamment. Et en fait, et en termes d'accès à l'assistance médicale à la procréation, bien sûr. Et en fait, les jeunes disaient que de manière générale, il persiste un tabou de l'infertilité dans les pays dans lesquels ils sont inscrits et que ne pas avoir d'enfants, que ce soit par choix ou que ce soit en raison d'une infertilité, demeure quelque chose qui ne se dit pas, qui est peu énoncé et qui fait que c'est difficile de pouvoir assumer ou remettre en question la parentalité elle-même. C'est comme ça qu'ils le présentaient. Ce que l'on note également depuis cette recherche, c'est que les jeunes, de manière générale, aspiraient à plus de liberté, donc en termes de temps avant d'envisager d'avoir des enfants, mais aussi en termes de conjugalité par rapport à la parentalité. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir des enfants lorsqu'on est une femme seule, la possibilité d'envisager d'avoir des enfants lorsqu'on est dans un couple LGBT par exemple, voilà, de manière diverse selon les lois des pays, les jeunes aspiraient à une plus grande liberté en la matière. Donc, ce que l'on observe, c'est que les normes procréatives à l'échelle européenne, donc la norme procréative, dans le jargon des sociologues, c'est ce qui désigne dans une société le bon moment et les bonnes conditions, voilà, socialement admises et partagées pour envisager d'avoir un enfant. Et ces normes, comme toutes les normes, elles évoluent au cours du temps, elles sont fluctuantes et elles ne sont pas tout à fait les mêmes aussi en fonction de la classe sociale à laquelle on appartient, enfin voilà, en fonction de son milieu social, de son contexte social. Mais donc ce que l'on observe, c'est que cette norme sociale, de manière un peu contradictoire, d'une part, elle devient un peu plus souple sur certains aspects, parce que pour ces jeunes, je veux dire, dans la perspective de ces jeunes, parce que ils n'attendent plus nécessairement, voilà, la construction du couple hétérosexuel marié, enfin bon, pour envisager d'avoir des enfants. Bon, marié, ça fait longtemps que c'est remis en question, mais en tout cas, voilà, le couple hétérosexuel. Ils envisagent d'autres modalités. Comme également le fait de ne pas avoir d'enfants. Ils aspirent à ce que ce soit plus possible dans leur pays. Mais en même temps, la norme procréative, elle devient plus rigide sous certains autres aspects par rapport à toutes ces conditions qui deviennent plus prégnantes, comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, et qui amènent à repousser dans le temps le moment où ces jeunes considèrent qu'enfin, il peut être envisageable de construire une famille. Je noterai une petite contradiction avant de terminer dans le discours de ces jeunes également, c'est que tous ces changements auxquels ils aspirent, enfin en tout cas cette attente d'une plus grande liberté en termes de choix, en termes de la façon de pouvoir se raconter comme ne souhaitant pas avoir d'enfants ou ne pouvant pas avoir d'enfants, ou voilà d'autres formes de famille. Ils l'énonçaient dans leur discours, mais jamais pour eux. C'est-à-dire qu'ils aspiraient à cette plus grande liberté pour les autres, pour la société en général, mais aucun d'entre eux ne disait « Ok, moi clairement je veux pas d'enfant, moi je veux un enfant seul, moi je veux un enfant dans un couple homosexuel par exemple », en raison justement des tabous qui persistent. Et donc cette contradiction dans laquelle ils sont, c'est-à-dire aspirer à une plus grande liberté, mais pour les autres et pas tout à fait pour eux encore, elle dénote un changement justement de nos sociétés, des normes, c'est-à-dire qu'ils sont pris encore dans les contraintes des générations précédentes et ne peuvent assumer tout à fait ce à quoi ils aspirent. Mais donc ça dénote ce vers quoi sont amenées à aller ces plus jeunes générations. Enfin, voilà, envisager des parentalités plus libres, mais aussi plus tardives, en raison des contraintes qu'ils soulignent. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci infiniment, Manon. Cette présentation pose
extrêmement bien le cadre de notre discussion et puis nous fait comprendre aussi que ce qu'on vit aujourd'hui ne va faire que s'amplifier sans doute dans les années qui viennent, puisque ces jeunes ont 20 ans. Est-ce qu'à la tribune, l'une d'entre vous voudrait dès à présent réagir à cette présentation ? Alors, non, mais ce qui est dit, enfin, ce qui a été retrouvé dans cette étude, on le ressent, on le perçoit un peu. Et c'est vrai que c'était très intéressant la conclusion de dire ils sont encore pris dans le schéma qui était le schéma de leurs parents. Évidemment, on a toute notre histoire et donc ça on peut pas l'effacer. Donc évidemment l'autoconservation ovocytaire, pas pour raison non médicale, s'inscrit vraiment peut s'inscrire en tout cas dans ce nouveau souhait des jeunes générations. Et je pense qu'on se réjouit tous, en tout cas nous professionnels de l'AMP, je pense qu'on se réjouit tous que la nouvelle loi de bioéthique 2021 puisse les autoriser. C'est plus ensuite toutes les questions de mise en œuvre, de délai d'attente. Il y a pas mal de questions bien sûr autour de cette nouvelle pratique, mais c'est vraiment une chance qu'elle ait été autorisée et qu'elle soit possible en France et accessible à tous. Alors, effectivement, elle a été autorisée après un combat difficile, une opposition très forte, notamment du Sénat. Et ce combat que l'association porte depuis le début, on va pouvoir en discuter très concrètement dans sa mise en application avec vous, Sophia. L'association a listé un certain nombre de questions très concrètes que les gens se posent. Alors, peut-être qu'on peut commencer par ça, sauf si vous souhaitez tout de suite peut-être présenter quelque chose d'un peu personnel autour de votre activité. Alors, moi, c'est Sophia Racroqui, donc effectivement, je suis sage-femme. Alors, je ne sais pas si je suis instagrammeuse parce que ça fait moins d'1 an, mais en tout cas, je fais des vidéos sur Instagram, ça c'est sûr, et sur d'autres réseaux sociaux. Un peu plus près ? Ok. Parfait. Alors, effectivement, moi, je suis responsable de la congélation ovocytaire dans un centre parisien depuis des années, depuis 8 ans maintenant, et jusqu'à 2021, c'était essentiellement des indications médicales. Alors, médicales, ça peut aller du cancer, mais également, ça peut aller de l'endométriose, des chirurgies, des maladies génétiques, maintenant aussi des parcours de transidentité. Et là, du coup, depuis plus récemment, de la préservation dite sociétale, du coup, sans indication médicale. Et je revenais sur ce que disait Manon Vial. Alors, c'est vrai qu'il y a cette pression familiale, en tout cas de nos générations précédentes, mais en fait, c'est pas que cette pression-là, finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un gap générationnel où la génération qui était juste avant n'a pas vécu la même chose que nous. Et donc, en fait, elle n'est pas que au niveau des parents, mais elle est au niveau aussi du système de soins. Parce que même si on a des parents qui sont vachement ouverts et qu'on a eu une éducation ouverte, on peut se retrouver face à parfois des professionnels de santé qui, eux, n'ont pas du tout eu la même éducation. Et du coup, des fois, elles attendent finalement une espèce de validation qu'elles n'ont pas toujours, avec parfois des réflexions. Mais après, c'est pas une question de profession, c'est surtout une question de la personne qu'on a en face de soi et l'histoire aussi qu'elle a vécue. Comme tu disais aussi, le Sénat. Moi, j'ai une petite anecdote. Alors, je ne sais pas si je suis censée le dire ou pas, mais j'ai une amie qui est biologiste et à un moment donné, il y a un groupe au Sénat qui est venu visiter à un moment donné pendant la loi des laboratoires, histoire quand même de savoir ce qui se passe, parce qu'on décide quand même de l'avenir des gens. Et puis, il y a quand même des membres qui disaient vous congelez où les fœtus ? Et donc, en fait, tu te dis bon, est-ce que les choses vont vraiment changer à partir de là ? Parce que du coup, on congèle des bébés, vraiment. Donc en fait, c'est un gap qui n'est pas, il est dans toute la société en fait. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu disais à la fin, Manon, parce que tu disais, on le veut pour les autres, pas encore pour nous, mais du coup l'étape d'après, du coup, ça sera pour nous. Et je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on est vraiment dans un moment temporel où on est à la limite, et puis quand ça basculera, je pense que ça sera plus simple. Mais voilà, en tout cas, ça c'est mon avis. Et cette question de l'autoconservation des ovocytes, en fait, elle véhicule beaucoup de croyances. Beaucoup de fausses idées, comme le fait qu'on congèlerait des fœtus. Ça veut dire aussi qu'il y a un besoin d'information énorme, de partage de l'information, et c'est bien ce qu'on compte faire toute cette journée. Et pour ça, on va rentrer dans le concret. Voilà. Est-ce que
si je liste comme ça des questions, vous pouvez les attraper au vol et nous y répondre. En quoi ça consiste exactement, un protocole d'autoconservation des ovocytes? Est-ce que ça coûte de l'argent? Quelle est la première étape? Vraiment, si on part du début. Quels sont les délais d'attente? Et Guénola, j'aimerais bien que vous aussi, vous réagissiez à ces questions. Est-ce qu'il y a un âge minimum et maximum pour le faire? Combien de fois est-ce qu'on peut le faire? Et puis surtout, quand on a un peu creusé le sujet, on sait bien que ce n'est pas que quelques ovocytes qui vont suffire à obtenir une grossesse et un bébé 9 mois plus tard. Donc combien il en faut en fait pour se donner de vraies chances que ça marche? Combien de temps on peut garder congelé? Qu'est-ce que deviennent les ovocytes s'ils ne sont pas utilisés? Jusqu'à quand on peut en disposer? Est-ce qu'il y a des complications possibles, médicales, dans ce parcours? Et puis, comment on fait quand on a un stérilet, quand on a un moyen de contraception en cours? Et puis, est-ce qu'il y a un âge idéal pour le faire? Voilà, donc prenez les questions dans le sens que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, mais voilà à peu près tout ce qu'on voudrait aborder avec vous très concrètement. Alors ça va, je les ai toutes en tête. Déjà pour parler juste médical, parce qu'on peut faire la congélation d'ovocytes pour différentes raisons, mais médicalement, l'intérêt de faire cette conservation médicale, tu me diras Gwenola si tu vois aussi autre chose. En gros, avant 2021, la seule raison c'était l'indication médicale. Pourquoi? Parce qu'on sait quand même que la plupart des gens sont fertiles quand même. C'est une réalité, même si on en parle beaucoup, parce qu'il faut en parler beaucoup, parce que souvent la perte de temps, c'est ce qui est problématique. Et souvent on nous dit « Ah ben si j'avais su ». En fait, le fait d'en parler beaucoup, ça évite ce genre de choses. Maintenant, la majorité des gens ne seront pas infertiles, et ça c'est important de le redire. Alors pourquoi c'est intéressant? Avant 2021, seules les femmes qui avaient des raisons médicales pouvaient congeler. Des raisons médicales qui pouvaient impacter la fertilité, parce qu'on se dit que ces femmes-là avaient plus de risques d'avoir besoin d'une FIV plus tard. Or, la FIV, elle a besoin de quantité en plus de la qualité. Dans la vie de tous les jours, c'est pas important d'avoir beaucoup de follicules, beaucoup d'ovocytes, parce qu'il en suffit d'un. Après, la qualité, ça compte. Mais on est sur un paramètre, la qualité ovocytaire. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses, mais en tout cas, en termes d'ovocytes, c'est la qualité. En PMA, c'est la qualité et la quantité, chose qu'on n'a pas toujours à partir d'un certain âge. Et c'est pour ça qu'on est un peu plus strict en PMA. Donc on se dit, ces femmes-là qui avaient des pathologies, par exemple des trompes bouchées, par exemple des chirurgies, etc., elles avaient plus de risques d'avoir besoin d'une FIV. Or, la FIV a besoin de quantité, chose qu'elles n'auront peut-être pas au moment du projet, donc on va congeler. Sauf qu'en fait, force est de constater qu'on fait des enfants de plus en plus tard et que l'un des facteurs, c'est l'âge. Donc en fait, tout le monde, finalement, peut se dire qu'on peut avoir recours à cette PMA finalement, puisque ça augmente, vu qu'on fait des enfants de plus en plus tard. Donc tout le monde peut avoir besoin finalement de congeler ses ovocytes. Et donc la loi est passée, ça c'est pour résumer, la loi est passée, donc tout le monde peut avoir recours finalement, en théorie, à cette technique. Alors comment ça se passe? Comment on fait pour aller s'inscrire? Déjà, il faut généralement un courrier d'un professionnel de santé qui dit les raisons pour lesquelles, est-ce que c'est des raisons médicales, sociétales, s'il y a des antécédents médicaux particuliers qui font que y a des choses pour lesquelles on doit être attentif, bien que lorsqu'on va dans le centre, on pose ces questions-là, mais quand même c'est intéressant de savoir qu'elle a eu quand même quelques informations avant. Il faut généralement une échographie avec un comptage folliculaire, mais pas que. Il faut savoir si les ovaires sont bien placés, s'ils sont accessibles pour anticiper certaines complications. Et il faut avoir un bilan hormonal, notamment qui dose l'hormone antimullérienne, donc l'AMH, si possible également la FSH, parce que lorsque l'AMH elle est faible, il faut savoir comment fonctionnent les ovaires, et donc c'est intéressant d'avoir d'autres paramètres. En tout cas, dès qu'on a une écho, une prise de sang, un courrier, normalement on a tout ce qu'il faut pour aller consulter. Et là commence un petit peu la galère, parce que c'est pas homogénéisé dans l'inscription des centres. C'est-à-dire qu'il y a des centres où on passe par Doctolib, d'autres où il y a une plateforme sur la PHP, d'autres où il faut directement appeler le service, d'autres où il faut se déplacer sur place. Et là, je sais que c'est hyper anxiogène parce que les patientes le disent très souvent. Et donc je pense que l'étape d'après, c'est effectivement, il y a le droit de le faire, mais il faut essayer de trouver un système pour que ce soit quand même assez homogénéisé. Donc ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on est sur place, on rencontre médecins, sage-femme, s'il y a sage-femme, biologiste, anesthésiste si besoin, en fonction des centres. Et là, on nous explique toute la procédure. Et donc, bien sûr, on regarde tous les antécédents, voir s'il y a des risques particuliers. Et on vous dit que ça va durer entre 10 et 15 jours, la stimulation. Qu'il y a des injections à faire tous les jours, pendant une dizaine de jours. Le but, c'est
de faire grossir un maximum de follicules qui sont dans les ovaires. Évidemment, le nombre de follicules dans les ovaires, il diffère entre les femmes. Il y a des femmes qui font sortir 5 follicules, d'autres 15, d'autres 30. Et nous, on est dépendant de ce qui sort. Donc il y en a une qui aura besoin que d'une stimulation, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4. Et ça, c'est important aussi de le savoir pour évaluer la balance bénéfice-risque. Finalement, s'il faut 10 ponctions pour récupérer des ovocytes, est-ce que ça vaut le coup? Sachant qu'il y a des délais, est-ce que la balance bénéfice-risque? Parfois non. Donc c'est important d'évaluer tout ça lors de la première consultation. Et ensuite, on garde une place qui dépend énormément des centres. Nous, dans notre centre, il y a 1 an d'attente pour faire une ponction lorsqu'on n'a pas de motif médical. Vous êtes à Jean-Verdier. À Jean-Verdier, à Bondy. À Bondy. Et il y a 6-7 mois d'attente lorsqu'on a une raison médicale. Et même pour nous, c'est un peu délicat, parce qu'il y a raison médicale et médicale. Il y a celle qui va faire opérer dans 1 mois, il y a celle qui a une endométriose modérée. Et même nous, c'est difficile, parce qu'on ne peut pas se faire 15 listes d'attente en fonction du degré d'urgence. Et pendant ce laps de temps, elles font tout ce qui est administratif, donc envoyer des protocoles de soins à la sécurité sociale, rencontrer l'anesthésiste si besoin, prendre rendez-vous auprès des biologistes du SECOS pour ouvrir un dossier au SECOS. Les SECOS, c'est la banque d'ovules et de sperme. Donc pour un homme, c'est plutôt simple. Tu vas au SECOS, tu fais un recueil et puis voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça va, ça se limite à ça. Pour la femme, c'est pas ça. On ne va pas déposer des ovules au SECOS. Il faut qu'on fasse tout un parcours avant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un dossier créé chez nous et un au SECOS pour qu'ils puissent recevoir les ovocytes ensuite. Donc, combien de temps on les garde, ces ovocytes? Jusqu'à 45 ans. Chaque année, le SECOS envoie un document pour dire qu'est-ce qu'on fait de ces ovocytes. Est-ce qu'on continue à les garder? Est-ce que vous voulez les donner à la science? Est-ce que vous voulez les donner à quelqu'un? Est-ce que vous voulez les détruire si jamais il y a déjà eu des grossesses et qu'on ne veut plus? Et donc voilà, on les garde jusqu'à 45 ans. C'est à peu près 45 € par an pour les garder, ce qui n'est pas grand-chose quand on sait qu'en Suisse c'est 80 par mois, je crois, quelque chose comme ça. Et sinon, combien coûte la stimulation, en tout cas tout le processus? Entre 3 et 5 000 €, en sachant que les traitements coûtent 1 000 €. Voilà. Mais ça, c'est pris en charge complètement par la sécurité sociale. Donc en fait, ce qui reste à charge pour les patientes, c'est 45 € par an. C'est la conservation, la congélation, en fait, la durée de la congélation. Oui, exactement. Ouais. Guénola, petite pause, Sophia, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut autoconserver aux diaconesses? Alors, pas encore. Donc, ça fait 2 ans qu'on fait un dossier de demande auprès de l'ARS pour avoir l'autorisation de faire l'autoconservation ovocytaire pour raison non médicale. Mais aussi récemment, on a fait une demande pour raison médicale hors cancérologie. Donc pour raison non médicale, on a un avis favorable et on attend la décision écrite du directeur de l'ARS qui devrait tomber dans les jours qui viennent. Donc j'espère, oui, très fortement que ce sera possible dès janvier 2025. Et alors, je voulais enchaîner sur les complications éventuelles de cette technique, parce qu'il faut voir donc, que ce sont des patientes qui n'ont pas de problème de santé en général, pour les raisons non médicales, bien sûr, je parle, et qui vont rentrer dans un processus médical. Dans un processus médical qui comporte des risques, bien évidemment. Donc, les risques de la stimulation... Alors, sachant que dans ces protocoles d'autoconservation ovocytaire, alors j'en fais pas encore, mais je me suis bien renseignée pour savoir comment ça se passe. On déclenche avec un agoniste de la GnRH, en général, dans la grande majorité des cas, qui fait qu'il n'y a pas de risque d'hyperstimulation ovarienne en théorie, extrêmement peu de risques. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. En revanche, il conserve un risque de la ponction ovocytaire, le risque de la ponction des ovules au bloc opératoire. C'est un risque de saignement autour des ovaires et au niveau du pelvis suite à la ponction qui arrive environ dans 1 cas sur 400. Donc, c'est pas rien, ça peut arriver quand même. Et auquel cas, quand il y a ce saignement qui s'appelle un hémopéritoine, il y a une intervention en urgence à réaliser dans les heures qui suivent. Par célioscopie, vous restez 1 jour ou 2 à l'hôpital, et puis en général, on congèle les embryons, mais pardon, de toute façon, les ovules sont congelés dans cette procédure. Ensuite, il y a un risque de plaie de vessie, avec des cailloux qui s'installent dans la vessie. On n'arrive pas à uriner, on est obligé de mettre une sonde urinaire, de rester à l'hôpital 1 jour ou 2 pour un lavage urinaire et que les choses reviennent dans l'ordre. Un risque de torsion des ovaires, environ 1 fois sur 500, pareil, suite à, souvent après le déclenchement de l'ovulation.
Il y a des risques d'infection urinaire. Voilà. Bref, il y a des risques médicaux. Et les risques sont les mêmes qu'en FIV en cas d'infertilité. Donc, c'est pas rien. Et il faut vraiment prévenir les patientes. Il se trouve qu'on va plus les prévenir, ces patientes qui n'ont pas de problème médical, qui n'ont pas d'infertilité et qui rentrent dans ce process. Et par ailleurs, on les prévient aussi, bien sûr, des chances de grossesse future à la réutilisation. Et ces chances sont à peu près de l'ordre de 4 à 5% de chances de bébé par ovocyte, par ovule congelé quand on congèle avant 35 ans, et de 2,5-3% de chances de bébé par ovule congelé entre 35 et 37 ans. Sachant que donc, les possibilités de congeler ces ovules en France, c'est entre le premier jour des 29 ans et la veille des 37 ans. De toute façon, ce sont des âges qui ont été déterminés par la loi, qui sont assez compréhensibles, parce que la fertilité est vraiment à son maximum jusqu'à 30-32 ans. Et puis décline doucement, et c'est vrai qu'au-delà de 35 ans, ça décline vraiment. Après 37 ans, on a déjà 90% de notre stock d'ovules qui est parti, parce que notre stock est déterminé à la naissance et puis il diminue progressivement. Et ce que je voulais dire, donc, c'est que l'objectif qu'on se fixe sur le nombre d'ovocytes qu'on va vitrifier, c'est de 10 à 15. On est très content quand on peut congeler. La vitrification, c'est la technique de congélation ovocytaire et embryonnaire qu'on est autorisé à faire depuis 2011. C'est une technique de congélation avec une descente en température ultra rapide qui permet qu'il n'y ait pas de cristaux qui se forment, que ce soit dans les embryons ou dans les ovocytes. Et cette technique, elle permet de récupérer plus d'ovules ou d'embryons quand on dévitrifie. Ça nous permet de récupérer en préservation de fertilité à peu près 85% des ovules qu'on a vitrifiés. Et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Mais en tout cas, voilà, on essaye. Notre objectif, c'est de congeler 15 ovules par femme. Ce qui n'est pas forcément possible, parce que parfois la réserve en ovules ne permet pas, même si on va jusqu'à 3 ponctions par femme, de congeler 15 ovules. Merci. J'imagine que vous ressentez l'une et l'autre la pression de la demande, c'est-à-dire que ce nouveau droit, quand il a été enfin accepté, voté, qu'il est entré en vigueur, a généré énormément d'espoir. Donc j'imagine que c'est important pour un centre de fertilité de pouvoir offrir la possibilité d'accès à ce droit. Ça veut dire que ça a un impact évidemment sur les délais d'attente, parce qu'on sait que 1 an donc à Jean Verdier, ça peut être plus ailleurs. C'est 1 an entre la consultation et la ponction, mais il y a 8 mois pour avoir le rendez-vous. Ouais. Alors ce droit, il a une portée symbolique très forte. Rachel Flor-Pardo, vous allez nous parler... C'est bon. Vous allez nous parler un petit peu de vous, si vous voulez bien, et de votre parcours. Quelque chose qui me semble important aussi à dire, c'est que il y a une dizaine d'années, quand le rêve de l'autoconservation des ovocytes n'était qu'un rêve, aujourd'hui c'est un droit, c'est peut-être pas encore une réalité pour toutes, ou la possibilité de concrétiser ce droit, mais en l'occurrence, à ce stade-là, ça n'était qu'un rêve. Et beaucoup de femmes ont été contraintes de faire sans. Il y avait quelques-unes qui avaient accès à l'autoconservation parce que leur mère, féministe souvent, éduquée souvent, leur avait dit « il y a ce droit qui existe et fais autoconserver si tu peux ». Bon, aujourd'hui la réalité est autre, mais j'aimerais que vous nous en parliez et qu'on parle aussi de qui, en réalité, a accès à ce droit. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire un peu d'où je vous parle, peut-être avant de vous dire ce que je pense de tout ça. Je m'appelle Rachel Flor-Pardo, je suis avocate et activiste féministe et j'ai fait conserver mes ovocytes au mois de septembre, là, il y a 1 mois et demi. Alors, pourquoi je l'ai fait ? C'est tout simplement parce que j'ai 30 ans, que j'ai pas
de projet d'enfant maintenant. En l'occurrence, je suis célibataire, c'est pas à l'ordre du jour, mais je me projette dans un futur avec un désir de maternité plus tard. Une fois que j'ai dit cela, qu'est-ce qui se passe ? Je me dis que j'ai 30 ans, qu'en effet, il y a ce nouveau droit et que la vie fait que, nécessairement, avec les années, ma fertilité va diminuer. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre des démarches pour conserver ma fertilité, préserver ma fertilité. Et c'est un terme, d'ailleurs, même si les services médicaux s'appellent ainsi, que je ne connaissais pas. Avant de me présenter dans l'hôpital où j'ai effectivement pu le faire, je ne connaissais pas ce terme qui est pourtant tellement juste et tellement précis et tellement qui parle aux gens. C'est des services de préservation de la fertilité. Donc moi j'ai commencé les injections le 1er septembre. Ça s'est assez bien passé pour moi, peut-être même trop bien passé parce que j'ai tellement réagi à la stimulation que j'ai fait ce qu'on appelle une hyperstimulation. Ça a été évoqué un peu plus tôt comme un risque d'effet secondaire, ce qui fait qu'en réalité on m'a prélevé une grande quantité d'ovocytes, mais ça a été pour moi très douloureux et très lourd pour mon corps. Ça a été accompagné de très fortes douleurs et après d'une très très grande fatigue qui a duré franchement plusieurs semaines. Ça a été quand même assez lourd et moi ça je veux en parler parce que je trouve que c'est important quand même que les femmes qui se lancent dans ce processus savent que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est lourd pour le corps, c'est aussi un peu lourd moralement, je peux dire, parce que c'est un moment de questionnement. Mais il y a aussi quelque chose de très beau dans ce moment-là. En tout cas, moi, j'en retiens aussi quelque chose de très, très positif parce que c'est un moment où on se pose beaucoup de questions. C'est un moment où on se ressent nécessairement un petit peu sur soi, sur ses désirs, sur son corps, sur ce qu'on veut faire de sa vie. Ce qui pousse à se recentrer, c'est la fatigue. On est fatigué, donc on est plus chez soi. Ensuite, on doit faire des piqûres à heure fixe tous les soirs. Donc, ça implique une petite organisation où on est encore plus chez soi. Et puis, ça apporte tout son lot de questionnements. Et en fait, moi, j'avais pas nécessairement, quand j'ai commencé ce processus, décidé d'en parler publiquement. Ça touche à quelque chose qui est pour moi de mon intimité. Je n'estime pas devoir nécessairement en faire part, même si je suis aussi assez active sur les réseaux sociaux. Pour mon métier principalement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai croisé au centre de préservation de fertilité un couple d'amis par hasard. Franchement, c'est assez dingue quand on y pense. Et en fait, je me suis demandé si je devais avoir honte au moment où ils me demandaient mais pourquoi t'es là, etc. Ils étaient là pour une FIV, donc ensemble, en couple. Et moi, j'étais là toute seule pour faire ma préservation. En fait, je me suis dit mais c'est dingue que j'ai ce sentiment d'avoir honte alors qu'il y a aucune raison que j'ai honte. C'est un droit qui est ouvert à toutes et tous. Et en fait, j'ai réalisé, plus j'en parlais autour de moi, dans mon cercle familial, amical, j'étais confrontée à des réactions de personnes qui ne comprenaient pas que je puisse vouloir entreprendre ces démarches-là. Mais quoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi tu t'embêtes avec ça ? Ça va, ça ira, etc., etc. Et qui ne comprenaient pas l'inquiétude que je pouvais avoir, moi, femme célibataire de 30 ans en l'occurrence, pour ma capacité à avoir des enfants plus tard et mon souhait de recourir à ce droit pour me donner plus de chances d'avoir cette liberté-là. Et en fait, quand j'ai été confrontée à ce sentiment de honte ou de malaise, à ces incompréhensions, je me suis dit qu'il était important d'en parler. Et puis, plus j'en parlais autour de moi, dans un cercle amical d'abord, à des amis, je me rendais compte aussi qu'on est très très peu informés. C'est-à-dire que la plupart des personnes d'abord ne savent pas comment on initie cela. C'est-à-dire comment on va déclencher ce moment où, en effet, dans 8 mois, vous avez votre première consultation et puis dans 1 an, vous le faites, etc., etc. Et en fait, j'ai réalisé que c'était un droit qu'on a depuis 2021. Je crois qu'il est effectif peut-être depuis 2022. Et en fait, dont on a très peu parlé. Comme si c'était sans importance. Comme si c'était pas grand-chose. Alors que moi, je pense que c'est quelque chose de déterminant. Vous savez, j'ai beaucoup milité récemment pour l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution française. Et pour moi, c'est un droit qui s'inscrit dans cette liberté-là. C'est-à-dire qui s'inscrit dans la liberté des femmes de choisir leur destin. Leur destin, c'est éventuellement d'être mère. C'est l'autre angle du triptyque. Oui, et pour moi, c'est la liberté de choisir d'être mère, de ne pas l'être, ou de l'être plus tard. Et en facilitant la possibilité d'avoir des enfants à un âge peut-être plus tardif, on donne aux femmes
davantage de liberté de choisir leur vie. Et ça, pour moi, c'est une avancée majeure pour la liberté des femmes et c'est un acquis sociétal déterminant. Évidemment, j'ai été absolument passionnée par ce que vous avez dit depuis Marseille, parce qu'en effet, vous mettez des mots presque... Enfin voilà, c'est une étude donc scientifique, technique, sur un ressenti qu'on a chacun. Évidemment, moi, comme beaucoup, je me suis interrogée sur pourquoi finalement, alors que j'ai 30 ans aujourd'hui, que toute ma vie, je me suis projetée en ayant des enfants à 30 ans, pourquoi finalement, quand j'arrive à cet âge-là, je me dis, bah non, en fait, pas tellement, pas maintenant. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui a modifié le désir d'enfant? Pourquoi aujourd'hui on veut des enfants plus tard? Évidemment, les femmes sont plus libres, on a le droit de faire des études, c'est pas si ancien. On a des métiers, des carrières, c'est aussi assez récent. Et moi, j'ai été très intéressée par le discours récent d'Elisabeth Badinter, qui a écrit ce livre « Messieurs, encore un effort ». Moi, je crois qu'un des freins à la maternité aujourd'hui, il est lié à l'égalité entre les femmes et les hommes qui se retrouvent à différents niveaux. D'abord, il faut voir quelque chose. Dans la carrière professionnelle des femmes, le moment où... Et c'est assez drôle parce qu'hier, le 8 novembre, c'est donc le jour à partir duquel les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année quand on regarde la différence de salaire entre les femmes et les hommes. Et en fait, cette différence de salaire, elle n'est pas au moment où on sort des études et on entre pour la première fois dans l'emploi. Non, elle intervient après le retour des congés maternité. Donc, quand on est ambitieux, et je ne crois pas que ce soit un gros mot, quand on a envie d'une grande carrière, il y a quand même quelque chose qui fait un peu peur. On se dit, mais est-ce que je dois nécessairement choisir entre le fait d'avoir un enfant et le fait d'avoir cette grande carrière? Je ne crois pas qu'on devrait avoir ces questionnements-là. Et les hommes ne l'ont pas. Et les hommes ne l'ont pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je pense comme d'autres, je milite aussi pour un congé paternité qui soit obligatoire pour que la charge de la parentalité soit portée autant par les deux parents. Donc les hommes ne l'ont pas et c'est à ce moment-là qu'une inégalité se crée. Et je crois que si, comme certaines personnalités politiques ont pu le laisser entendre, il faudrait inciter les femmes à avoir davantage d'enfants, etc., etc., peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait travailler aussi. Il y a cette question de l'égalité donc, dans le monde professionnel. Et il y a cette question aussi de l'égalité, mais c'est lié parce que s'il y a ces inégalités dans le monde professionnel, c'est parce que la charge de la parentalité à la maison, notamment au moment du congé maternité, mais pas seulement, est portée principalement par la femme. Et en réalité, c'est assez drôle parce qu'en fait, dans les couples hétérosexuels, même sans parentalité, il y a une sorte, parfois, encore trop souvent, encore quelque chose peut-être d'insupportable pour les compagnons masculins des couples hétérosexuels, à voir la femme plus réussir, avoir une grande carrière, etc. Il y a une étude qui est sortie et qui rejoint aussi une autre expression dont je vais vous parler très rapidement et puis j'en aurai terminé. Il y a une étude qui est sortie en septembre qui montre que plus une femme gagne sa vie, plus dans un couple hétérosexuel, il y a des chances de séparation. Alors, évidemment, la séparation, elle peut être liée au départ de la femme qui gagne plus d'argent et est plus libre de partir, bien sûr. Mais il arrive dans des séparations que ce soit l'homme qui parte et peut-être qu'il y a encore un petit malaise à voir sa femme trop réussir et peut-être que c'est pas encore véritablement dans les codes de ce qu'on pourrait attendre d'un couple hétérosexuel classique et peut-être que c'est insupportable finalement. Merci Rachel Flore, c'est très juste. Ouais. Cette étude reprend en fait les termes d'études américaines anciennes qui parlaient du pic de désirabilité. C'est-à-dire qu'en fait, une femme qui fait des études poussées, si elle ne rencontre pas son compagnon, disent ces études américaines, pendant son temps d'études, elle sortira de la conjugalité. Parce qu'en fait, une fois sur le marché du travail, une fois qu'elle est en poste, elle a moins de chances d'arriver à trouver un compagnon qui acceptera son niveau d'études, son niveau de rémunération, ses succès. Et je voulais vous relancer là-dessus parce que c'est comme ça qu'en fait, on renvoie les femmes dans les cordes en leur disant « vous voulez autoconserver parce que vous êtes carriériste, parce que vous êtes en fait des ambitieuses qui ne veulent pas vous occuper de votre maternité dans les temps. » Voilà. Et c'est les arguments des conservateurs pour empêcher l'organisation du don d'ovocytes, de l'autoconservation des oocytes, et c'est les freins politiques conservateurs qu'on constate depuis longtemps sur cette question.
Donc qu'est-ce qu'on répond en fait à ceux qui nous disent « vous êtes des ambitieuses, vous êtes des carriéristes, vous procrastinez, vous faites de la procrastination procréative ». On leur répond, faites en sorte que les pères s'occupent autant que les enfants que les mères, et comme ça, on aura moins de difficultés à faire ces choix-là. Et non, mais en réalité, vraiment, je crois qu'il faut vraiment renvoyer aux conservateurs l'enjeu de l'égalité et l'impact des difficultés d'égalité entre les femmes et les hommes sur le désir de maternité aujourd'hui, parce que je pense que c'est absolument central. Et je vais vous donner une dernière petite histoire et j'en aurai fini. Je parlais de cette étude de l'INSEE, mais il y a aussi une autre étude qui je trouve assez rigolote, et finalement qui s'appelle la malédiction des Oscars. Il y a une étude américaine qui a démontré qu'une femme qui gagne un Oscar avait 2 fois plus de chances de se séparer qu'une femme qui perd l'Oscar parmi les sélectionnés. C'est quand même aussi assez éloquent sur à quel point encore dans les couples hétérosexuels, le succès des femmes peut être problématique. Et donc je crois que dans ces questions de maternité, dans ces questions de désir d'enfant, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes doit être remise au centre et ça doit être une priorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez interpeller? Voilà. Marion Cano. Bonjour, merci. Marion Cano, je suis psychologue clinicienne. Je vous remercie pour la richesse de vos échanges. Je pense que cette question d'autoconservation vient recouvrir une multiplicité de situations et qu'il faut peut-être qu'on soit vigilant, même si je suis d'accord avec vous, que la question de l'égalité est très importante à prendre en compte. Je travaille avec beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de femmes qui ont eu des bébés, donc je connais très bien ces questions-là et tous ces enjeux-là, mais je ne suis pas sûre que ce soit le seul motif. Voilà, non, mais je pense que c'est important de peut-être le dire. Que je trouve que c'est important que toutes les disciplines, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie réfléchissent à ces questions, que je suis tout à fait d'accord qu'il faut se dégager de l'idée que les femmes qui font cette démarche sont des carriéristes, égoïstes, etc. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'on l'a pas dit ce matin, mais quand même l'une des grandes révolutions, c'est quand même la contraception. Avant, on ne se posait pas tant, en tout cas consciemment, la question du désir d'enfant. Là, maintenant, on se pose cette question-là. Au-delà de l'importance de se dire qu'il faut une certaine stabilité. Et on sait, enfin en tout cas ça c'est par nature, le désir d'enfant c'est ambivalent. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie et puis il peut y avoir tout un tas de raisons qui font qu'on ne sait pas tout à fait le moment et qu'on peut le repousser. Et en ça, je trouve que l'autoconservation des oocytes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je me dis en tant que psychologue, c'est un peu une question que je voulais aussi vous poser. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en même temps, on parle de préservation de la fertilité. Enfin, vous êtes reprise. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'il y a vraiment une préservation de la fertilité. Donc, je pense que c'est en même temps important, il me semble aussi, de s'interroger. Et je pense qu'il y a une diversité du vécu des femmes, des motifs de leur démarche, de comment elles se représentent cette démarche et est-ce qu'elles anticipent aussi le fait que ça ne garantit pas une grossesse. Et j'ai trouvé aussi très intéressant que vous puissiez dire aussi que ça pouvait être lourd. Et le fait que vous l'ayez aussi vécu, on ne peut pas vous taxer de dire, là, vous dites que c'est lourd pour argumenter contre l'autoconservation. Donc je pense que c'est un sujet qui est à la fois une forme de liberté, mais en même temps, ça pose la question de nous, en tant que professionnels aussi, comment on accompagne tout en garantissant la liberté de ces personnes, mais c'est pas une démarche comme une autre. Moi, je voulais rebondir sur vos propos. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Et forcément, à la trentaine, je pense qu'on ressent tout ça, en tout cas les femmes de cette société. Donc, on se rejoint tous dans ce que tu dis. Moi, je raconterai un peu mon histoire parce que moi, j'ai 32 ans, je suis célibataire et je me pose la question alors que c'est moi qui crée, qui le fait. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi parce que je rejoins tout ce que tu dis et en même temps, je sais ce que ça devient la décongélation et je vois plus de 400 patientes par an depuis 8 ans et donc je vois plein d'indications pour plein de raisons, des femmes en couple qui en fait sont en couple mais en fait elles n'ont pas envie forcément d'avoir un enfant tout de suite ou alors
elles viennent de se séparer, alors que pour elles, elles ne sont pas du tout posé la question à un moment donné, parce qu'elles étaient avec leur compagnon depuis 5 ans, et là, elles ont 34 ans, et puis ensuite, elles sont célibataires, et toutes leurs copines lui disent « Non, mais attends, c'est galère et tout, Tinder, en fait, ça marche pas, il va falloir que tu congèles et tout, parce que là, c'est galère. » Ou alors, tu as les filles célibataires qui sont tombées sur 3 pervers narcissiques et qui se disent « Oula, en fait, tous les mecs sont comme ça, donc il faudra que je congèle, parce que là, ça va être une galère. » Donc, je les vois, toutes ces raisons-là, et moi, ce que je disais, c'est que c'est pas de la préservation de la fertilité, la congélation des ovocytes, c'est... En fait, la fertilité, c'est tellement de choses, et que l'ovocyte, c'est un maillon de la chaîne. Et souvent, des patientes, elles me disent, je leur dis, avant 30 ans, on congèle 10 ovocytes pour donner 70% de chances de grossesse. À 35 ans, on en congèle entre 15 et 20. À 37 ans, on est censé en congeler au moins 20. Après, on ne fait pas tout ça, parce qu'en fait, on va rarement au bout. Et à 40 ans, il faut en congeler 40 pour avoir les mêmes chances, et 70%. C'est la raison pour laquelle la loi s'arrête à 37 ans, parce qu'après 37, il faut trop d'ovocytes, trop de ponctions, et la balance bénéfice-risque, en fait, elle devient défavorable. Et donc, en fait, elles me disent, mais ok, 15, ça donne 70%. Vous ne voulez pas m'en congeler 40 ? Comme ça, au moins, je suis à 100%. Et là, je leur dis, vous voyez, en fait, ça fait... Et ça, je trouve que c'est intéressant, cette remarque, parce que je dis, ok, donc en fait, la fertilité dépend que de la femme. Ça veut dire que si je congèle 50 ovocytes, tu auras 100%. Et l'homme, dans tout ça, en fait, elle est où sa place ? Et donc ça, c'est intéressant, parce qu'elle se disait, ah ouais, c'est vrai, parce que avant ça, elle me disait, non, mais on ne parle jamais de l'homme, etc. Et juste après, c'est ça. Et ça, c'est intéressant de le dire, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et oui, c'est hyper important, parce qu'on ne peut pas remonter le temps. Donc on sait tout ce qu'on sait, c'est que l'ovocyte d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il sera mieux que l'ovocyte de 38 ans. Et donc ça donnera des chances supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les trompes, il y a l'utérus, il y a l'immunité, il y a la génétique, il y a des gens qui sont plus fertiles que d'autres. Et surtout, tu peux être la femme la plus fertile du monde. Si ton mec il a un problème de sperme, tu devras passer en FIV, peut-être. Et donc, du coup, tu peux être avec une bonne réserve, tout, et pourtant, voilà. Alors oui, c'est des chances supplémentaires, ça c'est sûr et certain, parce que la limite principale, très souvent, c'est l'âge, la qualité et la quantité. Donc oui, c'est important. Maintenant, moi, j'ai tout vu. Et c'est pour ça, pour revenir à ma petite histoire, moi j'ai 32 ans, et je me pose la question, je vais certainement le faire, mais souvent on dit, mais pourquoi les femmes, elles ne sont pas venues plus tôt ? Parce qu'en fait, à 30 ans, moi, je vois mes potes se mettre en couple, et je me dis, oh, c'est bon, ça va m'arriver. Ouais, si on peut se l'éviter, c'est mieux. C'est ça. Et je me dis ça, je me dis, bon, l'année prochaine, bon, l'année d'après. Et là, je me dis, non, mais ça va, des stress. Mais je sais qu'à 35 ans, même si je sais que ces fameux 35 ans, c'est pas avant, il y a une vie avant 35 et après 35, je sais qu'à 35 ans, je sais le poids de la société qui va me dire, il va falloir que tu le fasses là. Moi, j'ai de la chance, je travaille dans le centre, je peux commencer dès demain. Mais quand tu as 35 ans et que tu te poses la même question, qui est légitime, eh ben, en fait, tu as 2 ans d'attente. Et tu n'as plus le temps de le faire. Et donc ça, c'est compliqué, parce que c'est facile de dire, ah, mais il faut qu'elle vienne tôt. Et entre 29 ans, on a l'impression qu'on a le temps. Et ensuite, le temps avance. Et donc, je trouve que c'est quand même c'est une belle démarche d'être venue, je trouve, à 30 ans, parce que moi, tu vois, j'ai pas cette maturité, par exemple, à 30 ans, même si je travaille là-dedans. C'était il y a 2 ans, il y a 30 ans aussi. Et depuis 2 ans, on a beaucoup avancé quand même sur ces questions-là. Donc, je pense que les femmes de 30 ans aujourd'hui ne sont pas dans la même situation que toi quand tu avais 30 ans. Ouais. Alors, une petite donnée supplémentaire avant peut-être de devoir clore cette table ronde, parce qu'une autre doit commencer à 11h. Il semble que ça change quelque chose dans l'esprit des femmes une fois que l'autoconservation a eu lieu, que ça libère en fait un espace, alors, il y a un poids en une moins. pression, C'est sûr, voilà, certain. que ça rend la rencontre amoureuse, que ça peut simplifier la rencontre amoureuse parce qu'on arrive moins chargé de cette grosse attente, quoi. J'ai l'idée d'être mère un jour, et donc quand je rencontre un homme, peut-être tout ça se sent un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se sent libéré de ce poids en se disant ça va être plus léger ? On se sent libéré de ce poids à différents niveaux. D'abord, on se sent libéré parce qu'en effet, avant de le faire, c'est un questionnement. Est-ce que je vais faire ou pas la congélation ? Une fois que c'est fait, c'est fait. Ensuite, en effet, c'est rassurant pour l'avenir. On se dit que, ok, on s'est donné plus de chance. Je pense pas que quand on utilise le terme, c'est souvent le terme des services, mais de préservation de la fertilité, on ne se dit pas je vais la préserver à 100%, mais on se dit je me donne davantage de chances de la préserver. Et par contre, là où moi je trouve qu'il y a quelque chose de très très important, et moi c'est plus à ce niveau-là que je trouve que ça fait une différence, comme quoi, c'est qu'en fait, la question de la fertilité chez les femmes, quand on arrive à 30 ans, elle est très anxiogène. Elle est très anxiogène, mais en réalité, elle se base sur des espèces de
de généralité, alors que nos corps, à chacune, ils sont différents. Et qu'en fait, si on veut avoir le cœur net sur où on en est de notre réserve ovarienne, où on en est de notre capacité de fertilité aujourd'hui, il suffit d'aller faire des examens, et notamment d'aller faire le comptage C'est quand même une façon de se dire à peu près où on en est, plus que d'être dans la projection totale. Et moi, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de rassurant. On est plus dans le concret pour soi et pas dans une généralité qui pourrait s'appliquer à tous selon des âges, etc. Ouais. Après, le problème, c'est que le bilan de fertilité, tu peux pas savoir. Si tout va bien, tu peux pas savoir que si tu as une bonne réserve ovarienne, ça veut pas dire que ça marche. Bien sûr, mais tu te dis que au moins ça, tu sais pas pour le reste, mais au moins la réserve ovarienne, ça va. Moi, je vois la réserve comme l'argent, en fait. C'est-à-dire que l'argent, ça fait pas le bonheur. Mais clairement, ça y contribue. Et donc, le jour où tu as un souci, tu es quand même content d'avoir beaucoup de follicules. Mais le truc, c'est que ça fait pas une bonne fertilité. Et je dis ça parce que c'est trop bien d'en avoir, mais pour celles qui ont fait un bilan de réserve ovarienne et qui ont vu qu'il y avait 6-7 follicules, moi, j'ai vu des vies gâchées là-dessus. Et vraiment, je suis tombée sur des trucs... Enfin, vraiment, j'ai les larmes aux yeux, quoi, quand même, racontent leur histoire. On m'a dit, il y a 10 ans, que j'avais 10 follicules. On m'a dit que j'allais avoir la ménopause dans 6 mois. Je la vois 10 ans après, elle a encore des cycles réguliers. Sauf qu'en fait, ça a impacté sa vie, quoi. Voilà. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est quand même... Enfin, je sais pas si ça m'a totalement libérée de tout. Je crois pas, franchement, non. Mais ça m'a pas totalement enlevé cette angoisse de est-ce que je réussirai à être mère un jour, parce qu'en fait, en effet, j'en sais rien. Néanmoins, je suis contente d'avoir entrepris aujourd'hui les démarches pour me dire plus tard, au moins j'aurais fait ce que je pouvais pour me donner ces chances-là. Exactement. Merci. Merci à toutes les trois. Je voudrais juste... Alors, il y a une question dans la salle. Manon Vial, j'aimerais peut-être que vous nous disiez aussi un mot de conclusion. Est-ce qu'on peut parler de médecine préventive, en fait, avec l'autoconservation des oocytes ? Est-ce que ça rentre dans le champ de la médecine préventive ? Oui, tout à fait. Enfin, je pense que ça rentre absolument dans ce champ-là. Et en fait, je voudrais juste souligner justement, revenir sur la diversité des raisons pour lesquelles la préservation de la fertilité est quelque chose d'absolument, très utile et presque fondamental, je dirais. Il y a la préservation de la fertilité médicale. Ce qu'on entend par médical, c'est extrêmement varié. Et juste dans cette situation de préservation de la fertilité pour raisons dites sociétales, là encore, très rapidement, tout à l'heure était souligné, cette importance pour le processus d'égalité femmes-hommes pour répondre justement aux besoins et aux enjeux d'insertion professionnelle des femmes à égalité avec les hommes. C'est quelque chose qui est extrêmement important, mais qui était aussi souligné effectivement. Comme vous l'avez dit dans le discours des conservateurs, comme disant ok, en fait, on est juste là pour répondre au désir d'enfant tardif de ces femmes et la solution pourrait être qu'elles s'organisent différemment en faisant des enfants plus tôt, et la seule solution dans ce cas-là serait que la société permette en fait de prendre en charge les enfants d'une meilleure façon dans la vie de ces femmes. Et en fait, ce point-là est extrêmement important. Il est vraiment nécessaire à souligner et c'est important d'avancer là-dessus. Mais comme cela a été rappelé aussi, ce n'est clairement pas le seul. C'est-à-dire que la diversité des raisons pour lesquelles on peut se retrouver à plus de 30 ans sans enfant parce que recherche de mise en couple, parce que, je sais pas, diverses instabilités à souligner. Et juste le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que, en fait, on est dans un processus aussi beaucoup plus large de transformation démographique de nos sociétés, dans le sens où l'espérance de vie s'accroît, on vit de plus en plus longtemps, mais ça signifie pas juste qu'on est vieux un peu plus longtemps. En fait, cela amène à tout un redéploiement des classes d'âge et qui fait que l'on se sent et l'on est plus jeune à chaque âge. Et effectivement, aujourd'hui, à 30 ans dans nos sociétés, c'est pas juste qu'on se sent jeune, c'est qu'on est jeune relativement à l'espérance de vie, relativement aussi à la santé qui s'améliore, au fait que l'on fasse plus de sport, qu'on ait une meilleure alimentation, une meilleure prise en charge en santé. Et qui fait que oui, on a plus de temps devant soi pour envisager une vie active, une vie parentale, etc. Mais voilà, il y a cette confrontation avec l'horloge biologique. Et c'est là où effectivement la préservation de la fertilité, du coup, apparaît comme quelque chose d'assez fondamental et donc pour une très grande diversité de raisons et donc une médecine préventive très utile, effectivement. Merci Manon Vial, sociologue qui a participé à cette conférence depuis Marseille. On a 2 questions. Je suis maître du temps. Bien sûr, les questions
Absolument. Et puis on donnera la parole à la prochaine table ronde avec un peu de décalage, désolée, mais voilà. Ça va être très rapide. Je suis Rebecca, je suis vice-présidente de Fibrome Info France et je vais aller un petit peu dans le sens de ce que disait Rachel. J'ajouterais qu'en fait, c'est une augmentation de chances pour les femmes de faire cette conservation ovocitaire, pardon. Et je ferai le parallèle pour l'avoir vécu un petit peu à titre personnel et d'avoir été en contact avec des personnes qui étaient dans un parcours d'agrément pour pouvoir faire une adoption d'enfants. Il y a des femmes qui ont fait le parcours pour avoir un agrément, qui l'ont eu, mais qui finalement, je suis restée en contact avec 2-3 d'entre elles et qui ont même renouvelé cet agrément au bout de 5 ans et qui finalement, pour des raisons personnelles, ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Et ce serait aussi intéressant de savoir combien de pourcentage de femmes qui font conserver leurs ovocytes sont dans un parcours de maternité plus tard. Donc ça s'inscrit vraiment dans une liberté supplémentaire qui est donnée aux femmes pour pouvoir être maman par la suite, en fait. C'était juste ça mon propos. Voilà. Alors, il n'y a que 10% de réutilisation des ovocytes vitrifiés globalement dans toutes les études internationales pour l'instant. Mais il faudra voir dans 10 à 15 ans le pourcentage vraiment en France suite à l'autoconservation non médicale. Bonjour, je ne suis pas une professionnelle de santé, mais je suis engagée dans un parcours d'autocongélation. Et je voulais revenir aussi justement sur l'enjeu de communication auprès des femmes, qui pour moi est vraiment très très important, puisque à titre personnel, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose, qui à l'époque apparemment n'avait pas d'impact sur ma fertilité. Donc j'ai attendu, entre guillemets, la loi de bioéthique pour m'engager dans ce parcours, ce qui a ensuite créé un imbroglio quand je me suis inscrite, parce que je l'ai fait donc pour une raison sociétale, alors qu'ensuite on m'a dit que j'aurais pu le faire avant pour une raison médicale. Voilà. Donc, et je me suis donc renseignée par moi-même, et effectivement j'ai l'impression qu'il y a aussi un tabou sur le parcours, puisqu'il y a plusieurs journalistes qui ont témoigné de leur propre parcours et qui en général ne parlent pas de tous les effets secondaires, enfin pas les effets secondaires, mais les risques possibles. Donc quand on arrive à la première consultation, il y a vraiment quelque chose d'un peu terrifiant de se dire « Ah, mais je ne pensais pas que c'était aussi lourd, quoi ». Donc est-ce que vous constatez un peu ce tabou sur toutes les étapes du processus dont on ne parle pas forcément dans les médias aujourd'hui ? J'ai une patiente qui m'avait contactée en me disant, en fait, on en parle tellement, en ce moment, en tout cas, moi j'en entends tellement parler que inconsciemment, j'ai l'impression que c'est comme une lettre à la poste, quoi. J'arrive, on va récupérer mes ovocytes. Et elle me dit, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ça. Après, elle m'a dit, est-ce que j'avais pas envie d'entendre ou pas ? Moi, je pense qu'effectivement, on ne parle pas beaucoup des effets secondaires et des risques. Après, c'est bizarre, mais 1 sur 400, ça veut dire quoi ? On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais quand ça vous arrive à 100%. Et surtout, on parle beaucoup des risques, mais les effets secondaires, c'est lourd. Psychologiquement, c'est comme un... Enfin, moi, je le dis tout le temps, vous savez, le syndrome prémenstruel, mais le vrai, c'est comme ça, mais pendant 10 jours, pour beaucoup de femmes. Et alors, oui, on va dire, ça va passer. Oui, mais ça, plus le travail, parce que personne ne va vous mettre un arrêt de 2 semaines pour faire une stimulation. Plus le fait de se lever tôt, plus... Ça, il faut savoir que la congélation des ovocytes, c'est un moment où la femme, on ne lui a pas appris, malheureusement, ce que c'était les follicules, la réserve, le truc de SVT avec le cycle de 28 jours, c'est trop peu, quoi. Et donc, du coup, c'est un moment où on apprend plein de choses sur son corps, on se lève tôt, il y a une charge mentale énorme qu'on sous-estime. Alors oui, les risques sont présents, oui, ça peut être très lourd, l'hyperstimulation, effectivement, ça peut être... Heureusement, c'est pas si fréquent que ça, mais c'est lourd. Mais ce qui est, en tout cas, plus généralisé, c'est toute cette pression et le fait de se poser des questions aussi à ce moment-là, pourquoi je le fais, etc. Moi, je trouve que psychologiquement, c'est lourd. Et peut-être pour finir sur une note positive, et je serai très rapide, mais il y a aussi quelque chose d'assez beau qui se passe dans les salles d'attente de ces services de préservation. On croise beaucoup de femmes, où parfois on échange avant la ponction, après la ponction en salle de réveil, où on va rencontrer des formidables professionnels de santé qui vont véritablement être à l'écoute à un moment où en fait on est un peu seul. Et merci. Voilà, je voulais juste vous dire merci. Merci à vous. Une phrase de conclusion de Virginie Rio. Oui, alors hier soir, on a fait une visioconférence avec des femmes formidables qui sont en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Et donc, on a rencontré des associations de patientes. Alors, il y avait SOPK Guyane et Endo Amazon
oui, Amazon Guyane. Et on a donc parlé de la préservation de la fertilité pour des femmes qui habitent en Guyane et qui doivent traverser l'Atlantique pour venir faire cette démarche-là dans des conditions très difficiles parce qu'il faut qu'elles restent sur place. Donc elles doivent... on a parlé de questions de discrimination par l'argent. On a parlé donc d'offre de soins qui n'est pas également répartie sur le territoire et qui fait que toutes les femmes qui souhaiteraient pouvoir faire ces démarches-là ne peuvent pas le faire. Donc voilà, je voulais qu'on pense aussi à ces situations-là et des femmes donc, touchées par l'endométriose, le SOPK, les fibromes, et qui commencent à se mobiliser aussi dans ces pays, dans ces territoires. Et c'est une transition avec la table ronde qui va suivre. La table ronde qui va suivre. Merci à toutes.